Merci à tous les fonctionnaires qui sont présents aujourd'hui. Et j'aurai un salut amical pour ceux qui vont devenir, un peu comme nous le sommes, nous, à Lyon, depuis le mois de septembre dernier, membres du Conseil de développement de la métropole de Strasbourg. Lorsque Madame Delsol m'a demandé de vous parler du Conseil de développement, je me suis dit qu'il y avait une chose, alors c'est lié un peu à mon expérience, ma vie passée, et un peu la vie actuelle, puisque depuis que je ne fais plus de politique, je suis à l'université de Lyon, et avec mes étudiants, on a un peu réfléchi à ce mouvement de participation citoyenne dans notre société. Et me semble-t-il, le point de départ est de se dire que même si on essaie de faire un benchmark de tout ce qui existe en France, parce qu'il y a beaucoup de conseils de développement, soit dans les aires urbaines, dans les métropoles, soit dans des communes de taille plus modeste. Même lorsqu'on essaie de regarder les bonnes pratiques, on découvre qu'en fin de compte, il n'y a pas une seule définition précise du Conseil de développement. Pour les uns, c'est une instance qui réunit des citoyens volontaires et ou organisés. Pour d'autres, ce sont de petits Césaires, les conseils économiques et sociaux qui existent aux côtés des régions françaises, donc plutôt de la société civile organisée. Et donc, il est difficile de se dire, voilà ce qu'on va faire, puisque lorsque les uns et les autres nous parlent du fonctionnement de leur conseil, on ne peut pas dire que une famille de pensée, que des citoyens ou que de la société civile organisée donne le meilleur résultat attendu. Et alors de ce fait, j'en ai tiré l'idée, et c'est un peu ce que je veux vous faire partager, que peut-être les conseils de développement sur notre territoire sont divers, et que cette diversité s'explique par nos cultures, nos diversités. Et quelque part, l'exemple que je vais vous donner, l'exemple lyonnais, est assez intéressant. Le Conseil de développement de Lyon a été créé en préfiguration en 1999 par M. Raymond Barre, qui était alors président de la communauté urbaine dite Grand Lyon. Ensuite, en 2001, cette préfiguration, qui s'appelait Millénaire 3, a été transformée en Conseil de développement au sens strict, au sens de la loi de 1999. Et depuis lors, notre Conseil, tous les 5-6 ans, a été, comme on le dit à Lyon, refondé pour essayer de coller à la société et à la manière de vivre notre communauté d'agglomération. Et quand on regarde tout ce cheminement du Conseil de développement du Grand Lyon, et donc maintenant depuis le 1er janvier 2015 de la métropole, on voit qu'il a été imprégné, influencé par trois facteurs, trois éléments forts. Le premier, c'est un élément qui nous touche tous, c'est la transformation de l'organisation territoriale de notre pays. Ça a été une transformation peut-être silencieuse,
parce qu'on n'en parle pas au journal de 20 heures, on n'en a pas parlé au journal de 20 heures, mais c'est ainsi avec les vraies questions. Et pourtant, si on regarde sur la tendance longue, 50 ans, on voit bien que notre pays a connu une transformation de son organisation territoriale dans deux domaines, et comme par hasard, deux domaines qui sont liés aux collectivités de projet, l'intercommunalité et la régionalisation de l'autre côté. Et ça vous paraîtra peut-être un peu théorique, mais je crois que c'est utile, quels que soient nos âges, qu'on l'ait à l'esprit, de savoir, par exemple, pour l'intercommunalité, sans remonter à la loi de 1890 qui crée le premier syndicat intercommunal, mais si on prend que 50 ans, donc les années 70, on voit bien que dès les lois Marcellin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et ensuite, quand on examine toutes les lois des ministres de l'Intérieur, quelle que soit leur famille politique, tous ont œuvré pour que cette intercommunalité s'approfondisse, s'étende, et en quelque sorte, on pourrait dire que la réforme de 2010, qui portait achèvement de la carte de l'intercommunalité, pourrait clore cette longue transformation qui amène dans notre pays une organisation plus proche de nous, les citoyens. Alors je dis pour éclore parce que au même moment où le Parlement votait la réforme de 2010, deux rapports sortaient, celui de M. Attali, je crois 2007-2008, celui de M. Balladur, une année après, donc style 2009. Ces deux rapports, et étonnamment, sont les premiers qui citent le fait métropolitain. Dans la réforme de 2010, ce fait métropolitain est repris, à mon sens, là un peu de juriste timidement, et quelques années après, lorsque Madame Lebranchu propose son paquet, entre guillemets, de projets de loi sur la modernisation de l'action publique, figure un texte qui va ouvrir le chemin de la création des métropoles en France. Donc, vous voyez une constance non idéologique, puisque des familles politiques différentes se sont succédées, et une constance peut-être poussée par le pragmatisme. Ces années qu'on a traversées entre 70 et 2010 sont des années où à la fois on est à Strasbourg ici, donc vous le savez bien, notre rentrée dans l'Europe nous obligeait en quelque sorte, mais une bonne exigence et pas une obligation contrainte d'être plus performant aussi dans notre manière de travailler dans nos collectivités locales, et l'intercommunalité était un moyen certainement de réduire cet émiettement des communes en France par rapport à ce qui existe dans d'autres pays européens. Nécessité aussi imposée par les années 80, où on ressentait bien qu'il fallait reconstruire des filières d'activité, et donc l'intercommunalité se met en place, débouche sur cette carte qui couvre toute la France, qui distingue les métropoles,
Qu'est-ce que des métropoles si ce n'est des foyers d'activité, des foyers un peu spéciaux, puisqu'on y parle d'extension du périurbain, de polarisation des activités sur des fonctions supérieures. Des choses enfin de compte pas étonnantes. Je cite souvent, lorsque j'étais plus jeune, j'aimais bien François Pérou, et je cite souvent sa théorie des pôles de croissance qui a été publiée en 1950. Et à l'époque, François Pérou indiquait qu'on allait avoir dans notre pays, mais comme dans d'autres économies, ces fameux foyers d'activité, ces pôles de croissance qui dans un premier temps concentrent l'activité et qui dans un deuxième temps doivent diffuser, innerver l'espace local. Alors si je cite Pérou, ça n'est pas parce que je suis une idéaliste, c'est parce que, regardant le monde avancé, je vois bien que Dabzi, en fin de compte, dans ses travaux, notamment ses statistiques pour l'emploi, vient un peu confirmer ce que François Pérou nous disait en 1950, puisque dans les derniers travaux de Dabzi, on voit bien qu'en fin de compte, sur la partie 2008-2012, dans notre pays, ces foyers sont apparus, et non plus de manière théorique, mais concrètement, puisque si on prend l'aspect uniquement création d'emplois, 57% de l'emploi net dans notre pays, pendant cette période, a été créé par 5 aires urbaines, et dont Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, et il doit m'en manquer une, et Strasbourg, Montpellier, et Strasbourg est juste après, rassurez-vous. Donc, voilà, une transformation qui s'est faite de manière souterraine, le même schéma d'ailleurs pour les régions. En 1955, on commençait à parler des régions, circonscriptions d'action de l'État à l'époque, et puis il y a eu les établissements publics régionaux, les lois Defferre qui donnent aux régions le statut de collectivité à part entière, ce qui était une véritable novation et un véritable changement pour l'échelon régional. Et là aussi, on retrouve la même chose, cette nécessité de s'adapter au monde tel qu'il est. Et donc c'est ce qui me fait dire que ces collectivités de projets que sont les métropoles ou les régions, si la loi les a prévues, c'est certainement que c'était la nécessité là qui faisait loi, peut-être. Donc c'est la première transformation dont je voulais vous parler, tout en ajoutant, pour montrer que si je n'ai plus l'âge d'être étudiante, je n'en reste quand même pas attentive à ce qui peut arriver à mon pays, c'est que je me demande, puisque maintenant le temps s'accélère, si on n'est pas déjà pour ces deux collectivités dans des transformations, et ça peut aider ceux qui vont rejoindre dans cette salle un conseil de développement, et si quelque part nous n'allons pas vivre quelque chose d'assez fabuleux, peut-être, c'est que nous allons voir des collectivités qui vont apprendre à travailler en dehors de leur territoire. Je prends l'exemple de ma ville que je connais mieux que la vôtre, et je ne voudrais pas dire des bêtises sur la vôtre, mais je vois bien dans l'agglomération lyonnaise, quelque part,
maintenant, le président de l'agglomération de Lyon travaille tout autant sur les territoires qui sont en dehors de la communauté urbaine qu'à l'intérieur. Alors pour une première raison qu'on pourrait trouver généreuse, c'est qu'une métropole ne doit pas, comment dirais-je, former un ghetto qui garde des activités pour elle, mais qu'elle doit, comme le disait Pérou, diffuser la croissance par divers canaux en dehors du territoire. Mais je vois même d'autres réactions qui existent et qui sont assez étonnantes et qui méritent d'être suivies. Le Grand Lyon qui travaille avec la métropole de Saint-Étienne pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la vallée du Gier. C'est une vallée désindustrialisée qui est entre Saint-Étienne métropole et le Grand Lyon. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça n'est pas dans le giron de Saint-Étienne, c'est pas dans celui de Lyon, et pourtant il y a un intérêt commun aux uns et aux autres à donner de l'activité à ce territoire. Je vois aussi les Stéphanois qui demandent à se rattacher à l'agence qui vend Lyon dans le monde, parce qu'ils estiment que c'est plus facile de vendre Saint-Étienne en se mettant sous le label Only Lyon qu'en étant sous le label Saint-Étienne. Et donc, voilà, je crois qu'il y a cet aspect à garder à l'esprit. Nous sommes peut-être rentrés plus uniquement dans la coopération intercommunale, mais que nous sommes peut-être rentrés dans une phase qui met en évidence les coopérations interterritoriales. Et pour nous, citoyens, c'est intéressant parce que, pour dire les choses crûment, si je reprends l'exemple de Lyon, si Lyon ne fait pas attention à la nécessité d'assurer, mettons, le logement à tous ceux qui travaillent dans l'agglomération lyonnaise, il ne faudrait pas risquer peu à peu de rejeter des personnes qui travaillent à Lyon, mais peut-être sur des postes à salaire moindre, dans des zones éloignées du centre de l'agglomération lyonnaise, et que donc ces intercoopérations territoriales me paraissent être un sujet à étudier dans le cadre des open innovations de l'administration territoriale, mais aussi à ne pas négliger. Nous, Conseil de développement, lorsque on fait nos réflexions à hauteur d'homme, essayer quand même de se projeter un peu plus loin pour que notre réflexion ait de la chair et prenne en considération le vécu. Donc c'est la première transformation. La seconde, alors c'est un exemple concret, c'est celui de l'agglomération lyonnaise. C'est aussi 50 ans, comme vous, à Strasbourg. Nos communautés ont commencé à travailler au sens de communautés urbaines, c'est-à-dire essayer de devenir des collectivités à vision stratégique à partir de la loi de 1966. Et donc, en 69, ça y est, la Courlie, la communauté urbaine de Lyon, s'est mise en place. Elle comportait alors 56 communes. Aujourd'hui, la métro en comporte 59, ce qui veut dire que les élus de l'époque avaient bien travaillé, puisqu'ils avaient réussi dès le début à réunir un nombre important de communes. Et pendant cette première partie, 69 à 83, la Courlie a suivi en partie les compétences données par la loi de 66, mais très tôt,
Alors c'est pour ça que je dis c'est une transformation. J'ai pas trouvé le mot, alors je dis à notre main, et vous allez voir pourquoi je dis à notre main. Elle est à peine entrée dans ces compétences de réseau, d'assainissement, d'eau, d'ordures ménagères qui étaient communs. Elle s'est rapidement mise, sans encore la possibilité donnée par la loi, dans la réflexion sur l'aménagement urbain. Et du coup, en 1983, lorsqu'il y a eu une nouvelle loi de décentralisation, quelque part, la Courlie était prête, puisqu'elle avait anticipé et déjà assumé des compétences majeures comme celle de l'aménagement et du développement. Et donc, tout de suite, la Courlie a pu créer sa structure urbanisme en 83 et sa structure transport humain en 85. En 1989, vous voyez, c'est toujours ce fameux cheminement dont je vous parlais tout à l'heure. La Courlie devient Grand Lyon et passe d'une communauté de moyens, ces fameux services urbains, ces réseaux, à une communauté de projets. Et commence à apparaître en 90 le développement économique et la TPU, en 95 le logement, et en 99, M. Barre crée ce que j'appelle la préfiguration du Conseil de développement millénaire 3. Et vous voyez, quand on chemine ainsi, on voit bien que ces collectivités de projets, en se rapprochant de nous citoyens, ont certainement suscité dans un premier temps l'intérêt des élus pour écouter ce que avait à dire, on va dire, la société civile. Et comme à Lyon, c'est une habitude. D'ailleurs, M. Barre avait une très jolie phrase. Il disait, à Lyon, les grandes choses, on ne peut les faire qu'ensemble. Et donc, ce mot ensemble aussi fait résonance avec la participation citoyenne. C'est ensemble qu'on essaie de définir des réflexions qu'on remettra à nos exécutifs pour qu'ils puissent s'en inspirer et que donc nous, citoyens, on puisse co-construire des actions politiques. Et donc voilà, au moment où le développement économique devenait quelque chose d'important pour la communauté Grand Lyon, millénaire 3 s'installe. Il a, je le dis maintenant avec le recul, il avait plein de points intéressants. L'idée était de faire de la prospective. Et d'ailleurs, de millénaire 3 est restée la division de la prospective, qui fait toujours partie et qui fait partie maintenant des services de la métropole. Mais il avait un gros défaut, c'est qu'il y avait 480 membres, ce qui était ingérable. C'était sympathique, mais c'était ingérable. Et donc, en 2001, lorsque le premier conseil de développement est créé, les membres, vous savez, quand vous êtes si nombreux, même si on veut réduire, il faut y aller en sifflet pour que tout le monde s'habitue à l'idée que le conseil serait un peu moins grand. Et donc, de 480 membres, le conseil de développement en 2001 a été porté à 270 membres. Il est aujourd'hui de 200 membres. Du coup, vous le voyez, on applique la plaisante sagesse lyonnaise, c'est qu'on descend tout doucement pour respecter un peu tous ceux qui avaient envie d'y être et qui, à chaque réduction, malheureusement, ne sont plus avec nous. Et depuis 2001, fait étonnant, pour le Grand Lyon,
c'est l'affirmation des politiques partenariales. C'est pour ça que je disais un cheminement du Grand Lyon à notre main, parce que le partenariat est arrivé très, très vite, au-delà du Conseil de développement au sens strict, mais ont été créées, toujours dans cette approche politique partenariale, les conférences locales des maires en 2003, le GLE, qui est le Grand Lyon économie et entreprise, qui rassemble là élus, administration et monde de l'économie. Pour le plan climat-énergie aussi, a été mis en place des commissions et qui rassemblaient ceux des acteurs du territoire qui se sentaient intéressés par la mise en place de ce plan climat-énergie sur une donnée de 5 ans. C'est l'époque du SCOT et de l'Interscot. C'est une petite avancée qui m'a amené tout à l'heure à vous parler de la coopération interterritoriale. En 2012, le maire de Saint-Étienne, le maire de Lyon et celui de Vienne et des Portes-Nord de l'Isère créent un pôle métropolitain qui va de Saint-Étienne jusqu'à la ville nouvelle de l'île d'Abo dans l'Isère et créent le syndicat métropolitain des transports. Donc, quand on voit quand on fait un récit du passé, on voit bien que pendant ces années passées, le phénomène d'écouter ce que les acteurs d'un territoire ou les citoyens, parce que les acteurs du territoire sont citoyens aussi, ont à dire, à pénétrer lentement notre architecture constitutionnelle un peu territoriale. Et le troisième facteur qui va nous transformer, mais qui nous a déjà beaucoup transformés, c'est la loi de février 2014 portant métropole, comme je vous l'indiquais, mais c'est une loi de décentralisation qui n'est pas uniforme, puisque la métropole de Lyon n'a pas le même statut que d'autres métropoles de France et que la métropole de Lyon fusionne en quelque sorte les compétences du Conseil général et se retrouve avec ses anciennes compétences plus celles du Conseil général du Rhône. C'était pas une mince affaire parce que le Conseil général du Rhône, c'était 1 700 000 habitants, l'agglo de Lyon 1 300 000, et qu'au jour d'aujourd'hui, donc, on se retrouve dans ce secteur avec un département qui n'a plus que 430 000 habitants, et le Grand Lyon qui reste avec ses 75% de population, mais qui a inclus les agents du Conseil général, et donc la métropole est passée dans la nuit du 1er janvier 2015 de 4 700 agents à 9 000 agents, ce qui explique, même si on voit bien ce qu'on peut tirer de ce statut un peu particulier qui est dévolu à la métropole de Lyon, on sent que ça sera long, mais que très certainement dans un mandat, et c'est les points que le Conseil de développement a décidé de suivre, cette transformation législative va obliger élus et administration de repenser la relation avec l'habitant. Jusqu'à présent, la communauté urbaine gérait en fin de compte le hard, les murs, les transports. Elle se retrouve là avec RMI, APA, l'allocation aux personnes âgées,
qui concernent, allocation personnes handicapées, qui concernent des êtres humains. Et c'est une culture différente. Et outre la nécessité en interne de fusionner ces deux corps qui ont des cultures différentes, il y a peut-être à mettre toute l'intelligence qu'avait l'administration de la communauté urbaine à anticiper les évolutions législatives, comme on l'a vu, à faire des pratiques partenariales. Il faut maintenant que cette intelligence soit mise dans une relation à l'habitant revisitée, plus humaine, plus globale, sans saucissonner les bénéficiaires de dispositifs, comme malheureusement on le voit trop souvent, à tout le moins dans notre agglomération. Ça permet aussi d'innover. Si je parle aussi assurément, c'est parce que le Conseil de développement de la métropole, on a rendu une contribution il y a 5 ou 6 mois sur ce thème. Et c'est vrai qu'en parlant les uns les autres, on n'a pas craint, à la différence peut-être même des élus qui n'osaient pas utiliser le mot, d'évoquer les innovations organisationnelles, territoriales, je ne sais pas très bien, mais des innovations. Quand on y songe quand même, à Lyon, comme certainement chez vous, à Bordeaux, à Nantes, c'est assez extraordinaire, c'est nouveau, on ne l'a pas vu avant, on se retrouve avec une génération de plus dans notre agglomération, du fait de l'allongement de la vie. Et donc, qu'une innovation législative, qu'une transformation législative amène des élus, une administration à se dire « Ah, c'est une révolution, ça ». Dans une ville, il y a une génération en plus. Et une génération qui, parfois, malheureusement, n'est pas aussi dépendante qu'on pourrait le souhaiter les uns les autres. Ça a des conséquences sur l'urbanisme, le déplacement, l'accompagnement de cette population. Donc, vous voyez comment on peut passer d'un texte législatif à une parole de citoyen qui dit attention, ça change, et comment on anticipe, comment et avec qui on va accompagner cette génération, et dans tous les moments de sa vie. Et ce faisant, ça veut dire que ce que très souvent les citoyens réclament pointe terriblement le bout de son nez, c'est qu'on ne peut plus faire de gestion, alors non seulement descendante, mais de gestion cloisonnée, et la métropole de Lyon en est l'exemple total maintenant. Il ne peut pas y avoir dans la même communauté un service qui s'occupe de l'insertion par l'économie ou du RSA, et puis à côté un service qui s'occupe de l'économie, s'ils ne se causent pas, comme on dit à Lyon, s'ils ne travaillent pas ensemble, parce que en plus, s'ils arrivent à travailler de manière transversale, décloisonnée, c'est peut-être une chance supplémentaire pour tous ceux qui sont au RSA de retrouver plus rapidement le chemin de l'emploi ou des activités. Donc voilà ces 3 transformations qui ont marqué le Conseil de développement de Lyon. Et comme en même temps que vous à Strasbourg, on doit être installé au mois de juin, mais quand on connaît mon caractère, comme depuis 6 mois on était prêt, alors j'ai décidé qu'on commençait à travailler même si on n'était pas installé, puisque le mandat avait été voté par le Conseil de métropole, donc on s'est déjà mis au travail, et on a décidé de faire des paris. Je souffle un peu en le disant, parce que je ne suis pas sûre qu'on va réussir, mais on le souhaite bien.
Et le cadre du Conseil de développement, maintenant, c'est la fonction traditionnelle des saisines de l'exécutif ou des autosaisines. C'est ce que font tous les conseils de développement de France et de Navarre, donc on le fera. Et puis, on a retenu un deuxième rôle. Il n'est pas aisé à mettre en place, mais je suis sûre que passé 5 ou 6 mois, on arrivera bien à le développer. C'était de se dire, on est dans une société où on vit en bloc, un peu comme dans des silos, et puis les silos sont à côté, et des gens qui devraient se croiser ne se croisent jamais. Ce qui parfois nous empêche de coopérer ou de faire ensemble. Et de ce fait, on a retenu ce deuxième rôle de croisement avec 3 directions. Une première direction qui est de travailler sans être la tutelle avec nos collègues des conseils de développement de communes, parce que dans l'agglomération de Lyon, les communes ont des conseils de développement, et donc notre manière de travailler, c'est de se mettre en réseau, d'échanger des informations. Parfois, on est un peu hors sol, ça va nous permettre de avoir les pieds sur terre en discutant avec les conseils de développement des communes. Et pour eux, ainsi qu'ils me l'ont beaucoup dit, ça leur permet de projeter les remarques qu'ils font, là, purement de terrain, dans une stratégie un peu plus grande. Et donc, je trouve que c'était une bonne piste à tenter. La deuxième piste, pour pousser exécutif et administration à faire du transversal, on a décidé de commencer nous-mêmes, Conseil de développement, à rapprocher ces fameux groupes qui ne se côtoient pas et qui devraient se côtoyer. Et par exemple, ces temps-ci, on a un format de travail qui réunit toutes les associations d'insertion par l'économie et qui réunit tous les clubs de chefs d'entreprise des zones d'activité. Et au moins, comme ils sont autour de la table, déjà, on essaie qu'ils apprennent à se connaître, notamment quand il y a un club d'entreprise, par exemple de Vaux-en-Velin, qui connaissent les structures d'insertion d'économie de la zone de Vaux-en-Velin, c'est la moindre des choses. Et puis on était en deuxième phase, et on est rentré dans cette phase, puisqu'on doit remettre notre copie à l'exécutif fin juin, d'essayer de trouver, pas beaucoup, hein, c'est pas la peine de faire une liste de propositions, donc on serait plutôt sur 4 ou 5 propositions très pratico-pratiques qui permettraient aux structures d'insertion de mieux accompagner. Alors dans ce mieux accompagner, c'est pas un jugement de valeur sur leur activité, mais c'est un jugement de mieux accompagner le bénéficiaire de RSA à l'intérieur de l'entreprise qui pourrait le recruter en stage. Et donc c'est cette partie qui est un peu difficile, et je trouve que ce soit un conseil de développement est intéressant. D'abord parce que tous les syndicats aussi ont voulu venir, salariés ou patronaux, donc ça nous assure une sorte de dialogue social, de projet, de territoire, qui me semble assez sympathique, surtout si on arrive à trouver ces 4 fameuses pistes, à les faire accepter et à les mettre en œuvre. Je suis persuadée que je ne dis pas que ça réduira le taux des bénéficiaires de RSA de 18% à 0, mais voilà, on aura commencé, peut-être qu'il y aura d'autres idées. Et notre troisième idée, elle a lieu la première semaine de juin, c'est de dire, vous verrez, vous allez, pour ceux qui seront dans le conseil de développement, on dit souvent
que les conseils de développement, on souhaite co-construire avec la sphère publique, élus et administration, les politiques urbaines. Je me demande si on n'a pas déjà dépassé ce phénomène de co-construire. Alors il faut continuer à le faire, mais je me demande si on n'est pas rentré dans une phase où on pourrait aussi, où les associations, qui sont pour certaines déjà reconnues comme ayant des fonctions d'utilité sociale, donc je ne sais pas si on n'est pas rentré dans une phase où au moins les associations, tous ces engagements civiques qu'on connaît, ne seraient pas proches d'être co-impliqués dans la mise en place de certaines actions publiques. C'est un embryon. À Barcelone et à Milan, ils mettent ça dans la rubrique le do it, on le fait, sans faire un copier-coller. Je retiens quand même l'idée de l'avancée assez extraordinaire et de la richesse de la vie associative dans notre pays, que très souvent ces temps-ci, c'est elle qui accompagne les gens les plus en difficulté, personnes âgées, personnes handicapées, personnes en précarité, et que, quelle que soit la grande valeur de la fonction publique territoriale, c'est vrai que ça ne peut pas être la fonction publique territoriale qui accompagne ces personnes qui ont besoin de quelque chose en plus qu'une allocation. Et je me demande si ça n'est pas le rôle des associations et si ça n'expliquerait pas déjà cette avancée sur la co-implication. Alors je disais, on teste déjà puisqu'on a décidé avec Petit Frère des Pauvres, mais vous devez avoir un Petit Frère des Pauvres aussi à Strasbourg. On a décidé avec Petit Frère des Pauvres la première semaine de juin, parce qu'il faut des bénévoles. On parle d'association, mais s'il n'y a pas de bénévoles, ma belle explication sur la co-implication ne tient plus. Et donc, on lance ça s'appelle la semaine Tous Lyonnais, Tous Solidaires. Des associations se sont regroupées. On en a 250 qui ont accepté la démarche. Et pendant une semaine, ces associations-là doivent accueillir des Lyonnais qui viennent tester le bénévolat. Mais tester, vraiment pas écouter une conférence, se retrouver dans une association et pendant une heure ou deux, être bénévole. Donc, on va tirer les enseignements de cette opération. J'ai fait ça parce que je vous donne le conseil pour le conseil de développement de Strasbourg. Il ne faut pas être que des intellectuels, il faut mettre un peu la main à la pâte. Et il me semblait que notre opération Tous Lyonnais, Tous Solidaires, ça n'était pas de la réflexion. Tout le mois de mai, il y a des membres du conseil de développement avec des jeunes du service civique qui sont dans les rues de Lyon, qui distribuent des flyers pour que des Lyonnais aillent tester le bénévolat. Donc c'est pas inintéressant que de temps en temps, outre les contributions qu'on doit faire, qui sont parfois lentes, désespérantes quand on est au milieu de l'ouvrage, parce que c'est là où on dit on n'y arrivera pas, c'est pas inintéressant d'avoir une action concrète. Donc ce pari d'avoir donc un deuxième rôle de croisement et le pari d'être ensemble, société civile, organisés et citoyens, volontaires ou venant des conseils de développement d'autres communes. Et puis aussi, je le dis tout bonnement, souvent dans les conseils de développement, on nous dit il faut rester entre citoyens. C'est bien de rester entre citoyens.
Mais quand même, tous, on le voit bien dans nos vies quotidiennes, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau de quelqu'un qui sait un peu plus que nous. Et c'est pourquoi j'ai proposé à nos amis lyonnais d'accepter l'expertise de quelques membres universitaires qui sont à l'université de Lyon pour nous faire des mises de fond au moment où on commence une saisine, ou parfois au milieu du gué quand c'est le moment où c'est le plus dur, parce que ça y est, on a fait la moisson des idées, il faut faire des gerbes et c'est pas aussi facile en respectant les uns et les autres. Donc au milieu du gué, c'est pas inintéressant qu'un responsable universitaire sur l'intelligence des mondes urbains vienne nous expliquer les petites nouveautés qui apparaissent pour nous aider à ne pas se tromper dans nos réflexions. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur notre expérience de conseil de développement qui a suivi l'évolution de l'intercommunalité et de la régionalisation dans notre pays, qui du coup s'était rapproché des êtres humains, sent bien l'importance de faire participer les citoyens à la co-construction. D'ailleurs, la participation, c'est pas aussi un mot nouveau qu'on se rappelle. Hein, le général de Gaulle l'avait lancé alors pour un autre élément de la vie, mais il avait lancé la participation pour le salarié dans l'entreprise, et donc on peut considérer que ce mot participation va bien avec notre culture. Il y a eu cette phase 1 de participation dans l'entreprise, puis maintenant elle atteint notre vie collective, c'est bien, en se disant que ça se transforme tous les jours et que peut-être dans la société dans laquelle on va rentrer, on ne sait pas bien comme elle sera, mais on espère qu'elle sera meilleure que les périodes qu'on vit maintenant, qu'il y aura plus de partage des idées et des actions, et donc cette participation des citoyens n'est pas inintéressante. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été un peu trop longue, mais c'est un thème que j'aime bien, parce que je trouve qu'il montre qu'on a... parfois on dénigre les Français, mais ça montre qu'il y a une jolie intelligence collective dans notre pays.